ils n'étaient pas destinés à être vus. Ça aussi, ça a heurté un peu ma curiosité. C'est que ces blocs-là étaient recouverts de parements de granit. Et j'avais entendu un archéologue qui disait que donc c'est des blocs de calcaire recouverts par un parement de granit. Et ce sont les blocs de calcaire à l'intérieur qui font entre 100 et 400 tonnes. Et il disait, c'est une démonstration de puissance. Mais si les blocs sont recouverts par des parements de granit, on ne voit pas que c'est des blocs de calcaire et qui font ce poids-là. Donc il n'y a pas de démonstration de puissance, à moins de les voir une fois que les blocs de granit sont tombés. Et ça, c'était la première chose. Et puis pour les formes un peu polygonales et bizarres des blocs, j'avais entendu dire qu'on faisait ça pour économiser la matière, parce que c'était plus simple de retailler le moins possible un bloc qui sortait de la carrière, alors que, en fait, non. En questionnant et en demandant à des tailleurs de pierre, je me suis rendu compte que c'était plus compliqué d'assembler des blocs avec des formes complexes que d'assembler des blocs avec des formes standardisées, comme nous on le fait avec nos parpaings et nos briques. Donc voilà, ça pour finir de répondre à la question. En étant réalisateur, en étant scénariste, en ayant passé 6 ans à me documenter, en étant allé sur place et en m'étant rendu compte qu'il y avait quelque chose, il y avait une forme de dissonance, je me suis senti un peu obligé d'en faire un film et de dire, voilà, on va en parler, on va ouvrir le débat. Et c'était la révélation des pyramides. C'était la révélation des pyramides. Qui a très bien fonctionné avec près d'1 million de vues, c'est ça? Même plus, dans le monde entier? Là, il n'y est plus. Il n'est plus en ligne, la révélation des pyramides. Je l'ai laissé longtemps sur YouTube. Je l'ai arrêté parce que je pense que c'est dans un autre contexte. J'aime beaucoup ce film, mais c'est dans un contexte complètement différent. Puis c'est une chose que de parler du sujet, même faire des conférences devant 50 ou 100 personnes, et ensuite de projeter un film pour le monde entier. Parce qu'en fait, quand je l'ai arrêté, on était à plus de 130 millions de vues donc sur 5 versions. 5 versions seulement. Il est sorti dans 22 langues au départ. Et donc c'était dans le circuit classique, on va dire. Et ça a été un énorme carton, en fait. Et donc ça a déclenché beaucoup de choses et il y a eu beaucoup de retours. Et donc, comme je disais, c'est une chose de parler devant une assemblée de 50 ou 100 personnes et c'est autre chose que de lancer un film qui va faire autant de vues dans le monde et qui va être autant critiqué aussi. Parce que... Oui, il y a eu beaucoup de critiques, effectivement. Énormément, ouais. Énormément. Alors, c'est dû à plusieurs choses. Pour être honnête, moi je suis parti un peu sur la défensive quand j'ai fait le film, parce que j'avais passé 2 ans à voir d'autres producteurs et je n'avais pas prévu de participer à sa production, d'autres producteurs et des chaînes de télévision, puis on m'avait dit non mais l'Égypte ça intéresse personne, le temps moyen d'attention du spectateur c'est 45 minutes, enfin globalement ça marchera jamais, laisse tomber, c'est pas la peine. Et ça, c'est quand on osait me rappeler. Hein. Sinon, j'avais plutôt l'impression d'être mis à la porte comme un témoin de Jéhovah, quoi. Donc, je suis resté avec le sujet comme ça, mais en me disant, bon, c'est vrai qu'on parle de pierre, on parle de blocs, on parle de découpe, on parle de granit, on parle de... C'est pas hyper sexy quand même. Comment on va pouvoir mettre en scène ça, habillé, pour pouvoir faire passer un maximum d'informations pour pas que les gens s'ennuient. Et du coup, c'est là que... l'idée est venue de ne partir que sur des faits réels, mais de fictionner la narration. Voilà ce que je cherchais à dire. Et en racontant ma propre histoire, par une femme, alors ça c'est arrivé après, parce que c'était... au départ, je voulais que ce soit Jean Reno qui fasse la voix du documentaire. C'était un peu cliché, voix grave et tout, mais j'aimais bien sa voix et je trouvais ça sympa. Puis en fait, c'était très compliqué de la voir. Et c'est comme ça que l'idée d'une voix de femme est venue. Et au début, je trouvais ça un peu décalé. Et puis en fait, à y réfléchir, je me suis dit que c'était vraiment intéressant. Ça amenait un peu de douceur. Et puis c'était bien pour tous ceux qui sont un peu machos, qui se disent ah non, si une femme a compris, je suis capable de comprendre. Vous allez les prendre à leur propre jeu. Mais c'est vraiment, à la base, c'est des tailleurs de pierre, c'est masculin, beaucoup plus d'archéologues masculins. Enfin, on est vraiment dans un truc. Donc c'était bien d'avoir une voix qui adoucissait un peu le propos. Donc effectivement, avec une fictionnalisation de l'ensemble. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ça qui a aussi beaucoup fait parler, j'imagine. C'est un peu hybride. En fait, c'est comme le Da Vinci Code. Le Da Vinci Code, il commence son roman en disant tous les faits dans ce livre sont vrais, mais après, l'histoire est romancée. Moi, je trouvais ça intéressant. Je me dis pourquoi pas. Et
D'ailleurs, enfin ça va, je ne suis pas le premier à faire ça. Il y a des documentaires archéologiques, égyptologiques, académiques qui font ça, qui font parler Khéops. Jamais personne n'a entendu parler Khéops, ni lu quelque chose qu'il a écrit, puisqu'il n'y a rien sur lui. Donc il suppose qu'il dit des choses, bon ben voilà, on fictionne, on recompose, et puis on imagine le Snéfrou, le jeune Snéfrou, son père, qui regarde une pyramide au loin en disant plus tard j'en aurai une plus grande encore. Tout ça c'est fiction. Et ce dont je parle, c'est vraiment dans un film. C'était une série qui était diffusée sur Canal. Donc il y avait cette chose-là.